Ok, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis Marion Martinez. Je suis la dirigeante de la société Rupture Engagée. Donc, Rupture Engagée, qui est une société de conseil en RSE située à La Rochelle. On accompagne les TPE, PME à structurer leur démarche RSE, la déployer et aussi apprendre à la communiquer, la valoriser, la faire vivre, que ce soit en interne ou en externe. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez important, c'est-à-dire se poser la question de qu'est-ce que l'on intègre dans sa démarche RSE, quels sont les différents sujets, quels sont les différents thèmes. On va voir qu'il y en a 7 qui sont structurés autour d'une norme dont nous allons parler. Donc, voilà l'objet du webinaire d'aujourd'hui, comprendre quels sont les 7 thèmes à intégrer dans sa démarche RSE. C'est parti. Pourquoi ce webinaire? Déjà pour comprendre ce que c'est la RSE exactement, on va revenir un petit peu sur ses fondamentaux. On regardera également quelles sont les différentes thématiques à aborder. On fera un petit focus sur par où commencer pour mettre en place cette démarche RSE et quelles sont les actions à prioriser, puisque s'il y a 7 thèmes différents, ça ne veut pas tous dire qu'ils sont tous prioritaires et tous pertinents. Donc on verra comment les hiérarchiser. Et enfin, on parlera des prochains rendez-vous, de comment aller plus loin par la suite. C'est parti. Qu'est-ce que la RSE? Alors déjà, je voulais revenir sur ce sujet parce que parfois, on se trompe en pensant que développement durable et RSE sont deux notions très, très éloignées. Ce n'est pas vraiment ça ce qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, la RSE, c'est l'application du développement durable en entreprise. Le développement durable, ce n'est pas que l'environnement. On peut penser à tort que le développement durable, c'est protéger notre environnement. Moi, je suis d'accord pour que l'on dise ça uniquement si l'on parle d'un environnement avec un très grand E majuscule. Un environnement qui est composé de la nature, de la biodiversité, mais aussi des gens, de nos parties prenantes, c'est-à-dire nos collègues, nos fournisseurs, nos clients, notre territoire. Donc, ici, vous avez un schéma qui vient représenter le développement durable et on voit qu'on peut parler de développement durable dans la case que l'on a au centre uniquement lorsque l'on arrive à croiser l'environnement, la partie sociale et le volet économique. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'on a commencé à parler de développement durable en 1987 comme étant un développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans empêcher les générations futures à répondre aux leurs. 1987, c'était il y a déjà des dizaines d'années. On peut considérer que nous faisons partie des générations futures et nous voyons bien malheureusement ces dernières semaines la multiplicité des catastrophes climatiques et des conséquences sociales que cela engendre. On vient parler de RSE un petit peu plus récemment, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la RSE, c'est l'application du développement durable, c'est-à-dire la considération de son environnement global, composé des gens et de la nature. Hop. Alors, la RSE, une petite définition, ça a été défini par la Commission européenne comme l'intégration volontaire par les entreprises des préoccupations sociales et environnementales à leur activité commerciale et leur relation avec les parties prenantes. Les parties prenantes, c'est quelque chose dont on va beaucoup parler, notamment quand on va se poser la question de quel thème choisir en RSE. On y reviendra juste après. On parle bien d'intégration volontaire. En revanche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que certaines entreprises, en fonction de leur taille ou de leur secteur d'activité, sont contraintes par un cadre réglementaire de mettre en place une démarche RSE ou en tout cas de communiquer sur des résultats extra-financiers, justement dans un document qu'on appelle la déclaration de performance extra-financière. En revanche, si on est une TPE, une PME, on n'a pas d'obligation réglementaire à mettre en place une démarche RSE sur les différents thèmes que je vais vous partager. Par contre, on voit bien qu'il y a de plus en plus d'attentes de la part des collaborateurs, de la part de nos clients, dans les appels d'offres, puis surtout qu'il y a une urgence sociale et environnementale qui doit fortement nous inciter à mettre en place nos démarches RSE. Donc, cadre réglementaire et aussi des référentiels, des cadres mondiaux qui viennent un petit peu définir ce qu'est le développement durable et la RSE
Donc, vous connaissez peut-être les objectifs du développement durable. Ce sont ces petites vignettes que vous voyez à l'écran. Il y en a 17. Ils ont été définis par l'ONU à horizon 2015-2030 pour inciter le monde, les entreprises, les citoyens, les collectivités, à tendre vers la réalisation de ces objectifs de développement durable. On va retrouver lutter contre la faim, permettre une éducation à tous, réduire les inégalités, préserver la vie aquatique et la vie terrestre, etc. Souvent, on dit que les objectifs du développement durable, les ODD, c'est le quoi, le qu'est-ce que l'on cherche à atteindre. Et nous allons avoir le comment. Comment est-ce que l'on fait avec la norme ISO 26000 ? La norme ISO 26000, c'est une norme qui a été définie en 2010, qui est venue tout simplement définir ce qu'était la RSE et quels étaient les différents thèmes, les différents sujets à intégrer dans sa démarche RSE. Ça a été signé par plus de 90 pays et à la différence des autres normes ISO que vous connaissez peut-être, comme la 14001 ou la 9001, la 26000 n'est pas certifiable, elle n'est pas certifiante. On ne peut pas être certifié ISO 26000, mais on peut s'aligner sur cette norme, on peut s'en inspirer pour mettre en place une démarche RSE. Je vous fais cette petite introduction puisque les 7 thèmes dont on va parler, ce n'est pas moi qui les ai inventés, ce n'est pas ma société qui les a définis, c'est la norme ISO 26000 qui est venue les proposer. Toute entreprise qui cherche à mettre en place une démarche RSE sérieuse, crédible, efficace et pertinente est fortement incitée à suivre elle aussi le cadre, les directions proposées par la norme ISO 26000 et ces 7 thèmes, ces 7 questions centrales. Donc, c'est ce que l'on va venir voir tout de suite. Quelles sont les différentes thématiques à aborder ? Eh bien, écoutez, je vous ai synthétisé ça autour d'un schéma que vous pouvez enregistrer ou retrouver sur notre site internet. Ces 7 questions centrales, ce sont les 7 thèmes qui ont été définis par la norme ISO 26000. Donc, naturellement, on va retrouver le thème de l'environnement. Vous voyez, c'est probablement le thème auquel on pense spontanément. La protection de l'environnement, de la biodiversité, le recyclage, la gestion des déchets, la mobilité douce, les bilans carbone. Tous ces sujets-là font évidemment partie de la RSE et font partie du thème environnement. En revanche, ce que l'on constate, c'est que c'est un thème parmi 7, il y en a encore 6 autres à explorer. On a aussi naturellement les relations et les conditions de travail. Je pense qu'on a tous compris que mettre en place une démarche RSE, intégrer une dimension sociale et que veiller au développement de notre personnel, à sa bonne intégration, à sa qualité de vie au travail, aux formations, à un management bienveillant, à un équilibre vie pro, vie perso, la lutte contre les risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques, etc., sont des bonnes pratiques que l'on retrouve dans les relations et conditions de travail. On va dire que ces deux thèmes-là, on les comprend et on s'en fait une idée assez facile. Et il y a d'autres thèmes qui font aussi partie de la RSE parce que, rappelons-nous, mettre en place une démarche RSE, c'est chercher à réduire l'impact négatif que l'on a sur son environnement global, cet environnement avec ce très grand E majuscule dont j'ai parlé au début. Et naturellement, nous allons donc retrouver un thème qui concerne notre relation avec nos fournisseurs, la loyauté des pratiques. Donc là, on va parler d'éthique des affaires, de est-ce que nos fournisseurs sont engagés, est-ce que nos fournisseurs sont locaux, qu'est-ce que l'on fait pour lutter contre les corruptions, garantir une concurrence loyale. Bref, là, on a comme thème la relation que l'on a avec notre partie prenante des fournisseurs et voir comment est-ce qu'eux aussi sont intégrés en RSE ou voir comment est-ce que la RSE s'intègre dans la relation que l'on a avec eux. On a aussi une autre partie prenante qui est évidemment indispensable à notre activité. Ce sont nos clients, nos consommateurs, nos usagers. Donc, naturellement, en RSE, et selon la norme ISO 26000, on va retrouver tout un chapitre sur les questions relatives aux consommateurs, c'est-à-dire la relation que l'on a avec ses clients. La qualité, est-ce qu'il y a un service après-vente? Est-ce qu'on les sensibilise à un usage responsable et durable de nos produits et services?
Est-ce qu'on les sensibilise aussi au développement durable en général? Mais globalement, là, on va retrouver tout ce qui est enquête de satisfaction, procédure qualité, service après-vente et sensibilisation au développement durable auprès de nos consommateurs ou de nos clients. Une autre partie prenante, elle est un petit peu plus globale, c'est le territoire sur lequel on est. Communauté de développement local regroupe un petit peu qu'est-ce que l'on fait à l'échelle locale, qu'est-ce que l'on fait à l'échelle du territoire pour permettre peut-être de faire du mécénat de compétences ou du mécénat financier, de faire des partenariats avec des acteurs locaux, de s'appuyer sur ce qui est proposé par la CCI ou par d'autres acteurs de notre territoire. On a aussi un thème qui concerne les droits de l'homme. Donc là, on va beaucoup parler, notamment quand on a des filiales à l'étranger, par exemple en Asie, en Afrique, on a des personnes qui ne sont pas protégées par le droit du travail comme nous en France. On va voir comment est-ce qu'on lutte contre le travail illégal des enfants, contre les maltraitances faites aux femmes dans certaines usines, et on va voir comment protéger les droits fondamentaux humains. Tous ces thèmes-là, vous le voyez, ils s'articulent autour d'un thème central qui est la gouvernance de l'entreprise. La gouvernance, ça veut dire la manière que l'on a de piloter notre démarche RSE. Pour piloter une démarche RSE, on va peut-être avoir besoin d'un groupe de travail, d'une charte RSE, de politique, d'indicateurs. Tous ces éléments-là qui vont permettre de piloter la RSE et de déployer les différents thèmes au sein de nos différents métiers. Ce que l'on doit retenir, c'est qu'une démarche RSE intègre la relation que l'on a avec notre environnement et nos différentes parties prenantes, et que tous ces thèmes sont importants. On n'a pas le droit de dire que nous, on mise tous nos efforts et tous nos investissements pour protéger nos collaborateurs, et tant pis pour nos fournisseurs, tant pis pour nos clients et tant pis pour l'environnement, ça viendra après. On est bien obligé, naturellement, de prendre soin et de veiller à l'impact que l'on a sur l'ensemble de nos parties prenantes. On a donc 7 thèmes. Si jamais vous creusez un petit peu le sujet, vous verrez qu'ils sont divisés en 35 sous-thèmes qu'on appelle des principes d'action selon la norme ISO 26000. Et l'idée, c'est tout simplement maintenant de réfléchir à comment est-ce que l'on priorise ces différents thèmes. Parce que certes, on n'a pas le droit d'en éliminer, on n'a pas le droit de dire tant pis pour l'environnement ou tant pis pour l'impact sur nos territoires, mais on va quand même avoir besoin de les hiérarchiser, de les prioriser en fonction de différents critères. Je vous partage quelques bonnes pratiques avant de rentrer dans les critères pour prioriser vos enjeux RSE. Voici quelques bonnes pratiques qui vont venir un petit peu détailler ce que l'on vient d'expliquer. Donc, en gouvernance responsable, on peut voir que l'on peut formaliser une politique RSE avec des objectifs et des résultats associés aux engagements, mettre en place un plan de communication avec ses parties prenantes, mettre en place un comité de pilotage RSE et mettre en place des process liés aux objectifs RSE, par exemple. Dans les droits de l'homme, on va se poser la question aussi de comment sécuriser les données et les fichiers clients. On va aussi retrouver tout ce qui est le lien avec la RGPD. J'ai oublié de le préciser plus tôt. On peut aussi mettre en place une formation à la non-discrimination ou s'assurer de sensibiliser ses collaborateurs à la lutte contre les stéréotypes. Hop. Dans le sujet des relations et conditions de travail, on peut par exemple communiquer sur les dispositifs de formation qui existent, mettre en place une politique de qualité de vie au travail, rédiger un guide d'accueil et de bonnes pratiques pour accueillir les nouveaux collaborateurs de nos entreprises, regarder si on peut améliorer le confort de nos collaborateurs au travail, être transparent sur la grille des salaires, permettre le télétravail, etc. par exemple. On va aussi retrouver tout ce qui est les sujets liés au handicap dans ce thème-là. Nous avons aussi évidemment l'environnement. Est-ce qu'on sensibilise nos collaborateurs aux éco-gestes? Est-ce qu'on a regardé comment nos fournisseurs traitaient leurs propres déchets? Est-ce qu'on a mené une opération de recyclage? Est-ce qu'on a fait un bilan de gaz à effet de serre, c'est-à-dire un bilan carbone cette année? Est-ce qu'on a sensibilisé à l'éco-conduite, etc. Dans le thème loyauté des pratiques, donc notre relation auprès de nos fournisseurs,
On peut se poser la question de est-ce que l'on a réalisé une enquête auprès de nos fournisseurs pour comprendre si eux aussi ils étaient engagés? Est-ce qu'on a sensibilisé nos acheteurs sur la corruption? Est-ce qu'on les a sensibilisés aux achats responsables? Et quelles sont les exigences sociales ou environnementales que l'on peut avoir pour travailler avec de nouveaux fournisseurs, par exemple? La partie communauté développement local, on peut se poser la question de faire des partenariats avec des acteurs locaux, formaliser les engagements que l'on peut avoir sur le mécénat et les actions locales qui sont soutenues par nos collaborateurs, et valoriser l'association locale. Et enfin, dernière petite idée qu'on peut vous partager, ça concerne les questions relatives aux consommateurs, c'est-à-dire la relation que l'on a avec ses clients. Peut-être, pourquoi pas, mettre en place un système de collecte et de mesure de la satisfaction des clients, des enquêtes de satisfaction, recueillir les avis, formaliser une démarche de traitement des réclamations et réaliser, pourquoi pas, une charte RSE à envoyer à ses clients, par exemple. Quelques idées de bonnes pratiques. Maintenant que l'on a vu que la RSE était un sujet assez global, transverse et qui regroupait plusieurs thèmes, comment est-ce que l'on priorise ces différents thèmes? Parce que naturellement, quand on met en place une démarche RSE, on a envie peut-être de tout faire, mais on ne va pas pouvoir tout faire parce qu'on est forcément limité par le temps, par les ressources humaines et par l'argent. Donc, il s'agit de prioriser ces différentes actions RSE. Premier conseil que je peux vous partager, c'est que c'est pas moi qui vais décider qu'est-ce qui est important pour vous, pour votre démarche RSE. Et ce n'est pas forcément à vous non plus de définir quels sont les sujets prioritaires. C'est aussi à vos parties prenantes. Par exemple, quand vous allez vous poser la question des actions à mettre en place pour améliorer le bien-être au travail, ce n'est pas vous, dans votre coin, tout seul, qui allez décider des actions et des bonnes pratiques à déployer. Il faudra se rapprocher de votre partie prenante concernée, à savoir les collaborateurs. Donc souvent, en lancement de démarche RSE, quelque chose d'important consiste à identifier ces différentes parties prenantes, les classer, les hiérarchiser par rapport au niveau de relation que l'on a avec et engager un dialogue pour savoir quels sont les sujets qui sont importants pour elles, sur quoi est-ce qu'elles nous attendent, quelles sont leurs attentes. C'est le premier critère, les attentes de nos parties prenantes. C'est important puisque ça va nous permettre d'être sûr que la démarche RSE que l'on met en place correspond non pas à nos envies internes, mais aux envies et aux attentes de notre écosystème, des personnes qui nous font travailler, qui nous permettent d'exister. Premier critère, récolter les attentes des parties prenantes, mais aussi l'impact sur l'activité. Par exemple, si on se pose la question, je vais dire une bêtise comme ça pour prendre un exemple, mais de réaliser un bilan carbone. Si on est, imaginons, une TPE de 10 personnes, on fait du service, voilà, on va bien comprendre que mettre en place un bilan carbone, ce n'est peut-être pas la priorité pour nous vis-à-vis de notre activité, en tout cas en année 1 de lancement de démarche RSE. Ce n'est pas forcément prioritaire. On va peut-être donc mettre le bilan carbone à gauche en disant que ça a un impact assez faible sur notre activité que de mesurer le bilan carbone. Nos parties prenantes aussi ne vont pas spécialement nous attendre sur le bilan carbone. En revanche, moi, dans ma TPE, j'emploie énormément de personnes qui sont en situation d'insertion ou même tout simplement des personnes qui ont des attentes vis-à-vis de la reconnaissance que je peux leur apporter, de la bienveillance au travail que l'on a et de leur équilibre vie pro, vie perso. Donc, naturellement, si mes collaborateurs, je n'en prends pas soin, si le sujet du bien-être et de la qualité de vie au travail n'est pas primordial chez moi, moi qui suis en plus dans un secteur d'activité où il y a beaucoup de turnover et des difficultés à recruter, ça aura un impact très grave sur mon activité. Donc, dans l'exemple que je prends, le bien-être au travail fait partie des sujets très impactants pour mon activité, donc je le mets tout à droite. Et parce que j'ai interrogé mes collaborateurs, je peux dire que c'est aussi une attente de leur part que d'être bien considéré au travail, que d'être entendu, que d'être respecté, etc.
Là, ce que l'on fait actuellement en exemple, c'est ce qu'on appelle une matrice de matérialité, c'est-à-dire classer, hiérarchiser les différents thèmes de la RSE en fonction de leur niveau de pertinence. En fait, matérialité, ça a été traduit du mot anglais materiality. Bon, on aurait mieux fait traduire ça par pertinence, puisque c'est ce que ça veut dire et c'est plus compréhensible en français. Une matrice de pertinence consiste à positionner les différents sujets de la RSE sur la matrice en fonction de deux critères, les attentes de mes parties prenantes et l'impact que ça a sur mon activité. Tout ce que l'on aura en haut à droite seront nos sujets prioritaires parce que ça a un fort impact sur mon activité et il y a de fortes attentes de la part de mes parties prenantes. Tout ce que l'on a en bas à gauche sont des sujets soit qui ne nous concernent pas, soit qui ne nous impactent pas vraiment et qui n'ont pas vraiment une attente de la part de nos parties prenantes. Et tout ce que l'on a, on va dire, au milieu, ici, sont des sujets que l'on va retrouver en priorité 2. C'est important, soit parce que ça a un véritable impact sur mon entreprise, soit parce que mes parties prenantes m'attendent particulièrement sur ce sujet, mais ce sera à réaliser une fois que les priorités 1 auront été réalisées. C'est ce qu'on appelle une matrice de matérialité. Maintenant, par où commencer pour mettre en place cette démarche RSE? On va revenir un petit peu sur une méthode assez simple, c'est celle que je préconise lorsque j'accompagne mes clients dans leur démarche RSE. Première étape consiste bien à préparer sa démarche RSE. Il faut définir un référent RSE, une équipe, mais aussi définir ses objectifs, peut-être même sa vision, son cap, sa raison d'être RSE. Se former à la RSE, parce que comme vous l'avez vu, la RSE, ce n'est pas que le sujet de l'environnement, c'est souvent l'erreur que l'on peut faire. Parfois, on me dit, ah oui, moi, la RSE, oui, on en fait, on recycle nos déchets, on a des affiches sur les éco-gestes. Ah oui, d'accord, mais vous l'avez compris, ce n'est qu'un thème parmi plein d'autres choses que l'on peut faire. Donc, la formation permet d'obtenir les méthodes, les outils et les connaissances pour apprendre un petit peu plus en détail en quoi ça consiste. Ensuite, on va structurer notre démarche RSE en identifiant nos parties prenantes, en identifiant nos sujets les plus pertinents, la matérialité, c'est ce que l'on vient de voir, et en faisant le point sur tout ce que l'on fait déjà. Réaliser une auto-évaluation pour connaître son point de départ et se rendre compte que l'on fait déjà bien plus de choses que ce que l'on pensait finalement. Troisième étape, on va rentrer dans la phase de déploiement, c'est-à-dire mettre en place un plan d'action. Évidemment, un plan d'action qui doit regrouper des indicateurs, des objectifs, un rétro-planning, une équipe. Sensibiliser et faire participer ces équipes. D'ailleurs, finalement, je ne suis plus trop d'accord avec ce que j'ai écrit là parce que sensibiliser et faire participer ces équipes, ce n'est pas que dans le plan d'action, c'est dès le départ. J'aurais dû écrire une première étape préparée, première sous-étape, sensibiliser ces équipes à la RSE. Si on veut qu'elles participent à notre plan d'action et qu'elles aient envie de contribuer aux bonnes pratiques de mon entreprise, on doit les impliquer et les faire participer à chaque moment de vie et d'avancée de la démarche RSE. Hop. Et enfin, la dernière étape, n'oublions surtout pas de communiquer et valoriser sa démarche. C'est souvent l'erreur que je vois chez les entreprises, le petit loupé, c'est qu'on a un beau plan d'action, mais personne n'est au courant de ce que l'on fait, ni en interne, ni en externe. Si bien que nos collaborateurs voient la RSE un peu comme une contrainte ou alors comme quelque chose qui concerne 2-3 personnes dans l'entreprise, mais ils ne se sentent pas du tout concernés ni impliqués. Et en externe, oui, on aimerait bien peut-être attirer des candidats ou attirer des clients grâce à nos engagements, mais s'ils ne sont pas au courant, ça ne risque pas d'arriver. Donc, n'oublions pas de mettre en place des actions de communication responsables en externe, comme sur le site internet, nos réseaux sociaux, nos brochures, etc. Mais en interne aussi, faisons vivre la RSE lors des réunions, lors d'événements, dans des affichages, au quotidien finalement. Et faisons de la RSE un sujet régulier, pas un sujet qui vient par-dessus le reste, mais un sujet qui s'intègre le plus possible à notre quotidien et à notre activité. Enfin, et j'ai envie de dire seulement à ce moment-là,
vous pourrez réfléchir à peut-être obtenir un label RSE. Parfois, les entreprises m'appellent en me disant bah, nous, on cherche à se lancer en RSE et on aimerait bien obtenir un label. Ah oui, mais avant de chercher à obtenir un label, n'oublions pas de passer par toutes les étapes précédemment citées, puisque c'est très très important, à mon sens, que d'avoir déjà une démarche structurée, vécue et vivante dans notre entreprise avant de chercher à la faire reconnaître. Comment aller plus loin? Donc, si jamais vous vous posez la question de votre démarche RSE à vous, sachez que vous pourrez retrouver sur le site internet de Rupture Engagée une checklist, des étapes à suivre pour mettre en place une démarche RSE efficace et rentable. Donc, évidemment, c'est assez synthétique, mais bon, c'est tout l'intérêt. Si vous ne cochez pas certaines cases, vous allez vous retrouver avec des difficultés à un moment donné ou à un autre de la démarche RSE. Donc, n'hésitez pas à télécharger ce document si vous le souhaitez. Moi, je vous donne rendez-vous le mardi 6 septembre à midi pour un nouveau webinaire sur le sujet du bilan carbone. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Comment ça fonctionne? Quelles sont les différentes étapes? Combien ça coûte? On verra tout ça et je serai accompagnée d'une experte sur le sujet qui nous partagera évidemment ses connaissances et ses méthodes. Donc, comme à chaque fois dans les webinaires de Rupture Engagée, c'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire soit pour participer en direct avec moi lors de l'enregistrement du webinaire, ou alors vous inscrire pour recevoir le replay si jamais le sujet vous intéresse. Hop. Je vous propose aussi, si vous le souhaitez, de retrouver le catalogue de nos ateliers, de nos conférences ou bien de nos formations en cliquant sur le PowerPoint quand vous le recevrez ou bien en allant sur notre site internet. Et je crois que c'est tout pour moi. Exactement. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention. On a réussi à tenir le timing. Je vais donc arrêter l'enregistrement et répondre à vos éventuelles questions si vous en avez. Autrement, nous pourrons nous dire à bientôt. Hop, allez, j'arrête l'enregistrement.